bonsoir et bienvenue sur Histoire murmurée. Chaque soir, je vous ouvre les portes d'un univers de récits doux et apaisants pensés pour vous aider à relâcher la journée, à vous détendre et à trouver le sommeil. Si ces histoires vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, un commentaire et à les partager autour de vous. Alors, installez-vous confortablement, car l'histoire de ce soir commence maintenant. Tu respires l'odeur du pain chaud qui s'échappe des fours, mêlée à celle plus âcre du poisson que les marchands viennent de déposer sur leurs étals. Le port de Marseille grouille comme chaque matin. Tu te faufiles parmi les charrettes, les tonneaux de vin, les ballots de soie. Les cris des matelots et des marchands couvrent presque le bruit des vagues. Tout paraît ordinaire, mais depuis quelques jours, une inquiétude rôde. Les gens chuchotent, tu tends l'oreille, tu entends des mots qui reviennent sans cesse, peste, Orient, navire maudit. Certains assurent que des villes entières auraient disparu, loin à l'est, là où les caravanes passent à travers les steppes et les montagnes. Tu ne sais pas si tu dois croire ces rumeurs. D'habitude, on exagère beaucoup au port, mais cette fois, les voix tremblent, comme si l'histoire était trop lourde pour n'être qu'un conte de marin. Ton maître, un vieil artisan qui t'a pris comme apprenti, te met en garde. Reste loin des quais, dit-il. Ces bateaux n'apportent pas que des marchandises. Tu ris nerveusement, mais tu sens dans son regard qu'il n'y a aucune plaisanterie. Il a vécu trop de famines, trop d'épidémies pour prendre ses nouvelles à la légère. Le soir, chez toi, ton frère Charles insiste pour que tu lui répètes ce que tu as entendu. Il n'a que 15 ans, il est curieux, naïf, persuadé que le monde tourne pour lui. Raconte encore, dit-il en s'asseyant près du feu. C'est vrai qu'ils meurent tous là-bas. Tu hausses les épaules. Tu ne veux pas l'effrayer. Pourtant, toi aussi tu sens une lourdeur dans l'air. Tu observes la flamme vacillante et tu penses aux voyageurs qui partent mais ne reviennent jamais. Le lendemain, une nouvelle rumeur se répand plus vite que le vent. On raconte qu'un navire génois s'approche du port, rempli de marins malades. On dit qu'ils sont noirs de plaies, incapables de tenir debout. Certains jurent avoir vu des rats fuir les cales avant même que les amarres soient jetées. La foule se presse vers le port, attirée par la peur autant que par la curiosité. Tu n'as pas pu t'empêcher d'y aller aussi. Tu t'es glissé parmi les hommes et les femmes, serré contre eux alors que tous murmurent. Le navire apparaît enfin, ses voiles déchirées par le vent, sa coque marquée de sel et de moisissure. Une odeur étrange arrive avant même que les marins n'apparaissent. Une odeur lourde, comme de la viande laissée trop longtemps au soleil. Tu respires malgré toi, et ton estomac se noue. Un silence soudain tombe sur la foule. Là, à l'avant du navire, tu vois un marin. Il titube, s'accroche à une corde. Ses jambes tremblent. Il lève la tête vers le quai comme s'il cherchait de l'aide, mais personne n'ose avancer. Sa bouche s'ouvre, aucun son ne sort. Puis, il s'effondre. Le bruit sourd de son corps contre le bois résonne comme un glas. Tu sens Charles frissonner à côté de toi. « Il est mort ?» demande-t-il d'une voix blanche. Tu ne réponds pas. Tout le monde recule. Personne ne veut être le premier à s'approcher. Les autorités hésitent. On crie d'interdire le débarquement, d'envoyer le navire au large. Mais il est trop tard. Les marins, affaiblis, se traînent déjà vers la passerelle. Un vieil homme près de toi souffle. Voilà la mort noire. Elle est arrivée. Ces mots s'accrochent à ton esprit comme un poison. La mort noire. Tu les répètes en silence. C'est donc vrai.
Ce n'était pas que des rumeurs. Elle est là, dans ta ville, sous tes yeux. Le soir venu, les rues sont étrangement silencieuses. Les tavernes ferment plus tôt. Les enfants sont rappelés à la maison. Tu marches vite, le cœur battant, comme si chaque ombre pouvait cacher la maladie. Ta mère te demande ce que tu as vu. Tu réponds vaguement, mais tu sens son inquiétude se transmettre. Même ton père, pourtant solide et toujours rassurant, garde le silence plus longtemps que d'habitude. La nuit, tu ne trouves pas le sommeil. Les images reviennent sans cesse. Le marin effondré, la foule reculant comme si la peste était déjà dans l'air, et ce mot terrible, la mort noire. Tu te demandes si tu tiendras, si ta famille sera épargnée, si ton frère continuera à sourire demain. Tu écoutes les bruits de la ville endormie, et chaque craquement, chaque souffle de vent te paraît suspect. Puis tu l'entends, au loin, une cloche qui sonne. Pas pour annoncer l'heure, mais pour marquer une mort. Une première cloche, dans cette ville où tu vis depuis toujours. Une première cloche, annonçant que la rumeur est devenue réalité. Et tu comprends allongé dans ton lit glacé que cette nuit n'est que le début. Le matin suivant, le port était sous tension plus vive encore. Les gardes, nerveux, barraient l'accès à certaines zones. On avait installé des cordes, on murmurait l'ordre d'éloigner les femmes et les enfants. Tu revenais au travail, mais ta main tremblait en tenant l'outil. Chaque poignée, chaque clou te rappelait la silhouette du marin tombé la veille. On commençait à organiser des brigades de nettoyage. Des hommes, payés mal, pressés par la peur, montaient à bord avec des bâtons et des plaques d'os pour repousser ce qui restait. Les habitants, eux, s'écartaient. Le nez même du quartier avait changé. Des seaux d'eau vinaigrée étaient posés au coin des maisons. Des herbes fumantes brûlaient devant les portes. Les croyances, les recettes de grand-mère, se mêlaient aux prières. On essayait tout. Ton maître t'avait demandé de rester loin du port. Il avait redoublé de précautions. « Tu restes ici, dit-il. Tu ne t'approches pas des hommes qui viennent du large. Les maladies aiment les jeunes voyageurs, disait-il en tapotant la houppelande usée de son bras. Mais le port t'appelait comme un aimant. Tu avais besoin de savoir. Tu t'étais glissé, encore, entre deux baraques, au-dessus d'un quai. Là, les visages étaient tirés, certains encore vifs, d'autres déjà grêlés de fièvre. Tu as vu des rats, ces mêmes rats dont tout le monde parlait, s'échapper d'une cale ouverte. Leur fuite te semblait désormais porter un sens ancien. Un signe. Un enfant cria, et l'un des marins recula, les mains maculées de sang séchées. Des femmes pleuraient et prenaient en charge ce qu'elles pouvaient. Des prêtres passaient avec des bénitiers, murmurant des absolutions. Les soldats, eux, parlaient bas de quarantaine, de fermer les navires. Mais certains capitaines marchandaient, promettant or et étoffe, s'ils pouvaient descendre et vendre. Tu as vu, furtivement, une silhouette que tu connaissais. C'était un marchand qui venait souvent au marché du quartier. Un homme à la barbe rousse qui vendait des médicaments exotiques. Ses yeux croisaient les tiens, et il te fit un signe discret. Il s'approcha, te posa une fiole d'huile odorante. « Tiens, dit-il, tu feras brûler ça si la peur vient trop. Ça éloigne les miasmes. » Tu as pris la fiole, comme si un geste simple pouvait arrêter un destin énorme. Tu as senti à cet instant une double honte, celle d'être encore en vie et celle d'être tenté par des remèdes de charlatans. La ville changeait, mais la vie marchande continuait, parce que l'argent avait aussi sa loi. Les autorités ont fini par interdire le débarquement. On a vu les hommes lancer des cordes, pousser les navires de l'eau, clouer des portes. Mais les rumeurs circulaient. Des personnes entraient quand même la nuit, discrètement. Des coffres disparaissaient, des biens se vendaient à vil prix. L'épidémie devenait une opportunité. Là où la peur régnait,
La cupidité se faufilait. Ce soir-là, rentrant, tu as trouvé devant la maison un petit morceau de tissu rouge, jeté là comme un avertissement. Des voisins avaient déjà commencé à marquer les maisons des malades, et le tissu rouge signifiait qu'on avait signalé un foyer. Tes doigts ont tremblé en ramassant le tissu. Puis, venant de la ruelle, une voix a crié. On annonçait la fermeture des portes de la ville pour la nuit, et à un cri plus aigu, un ordre, personne ne sortira. La tension montait. À l'autre bout du quai, tu as aperçu un homme que tu connaissais moins, un barbu, un peu plus grand, qui portait un masque étrange. Il tenait une longe et un bâton, et sa cape était couverte d'épices et d'herbes. Sa manière de regarder rendait tout le monde mal à l'aise. Il avait l'allure d'un médecin itinérant, mais différent. La visière évoquait des oiseaux, et son air était d'un calme qui ne rassurait personne. Tu as suivi son regard, et, au moment où la porte du magasin se fermait devant toi, une femme a hurlé qu'un marin venait de s'effondrer non loin. Les gardes ont couru. Une cloche a sonné, plus proche cette fois, comme pour appeler la ville à la prière ou à l'enterrement. Et tu as senti plus fort que la peur, ce besoin presque animal de savoir si ceux qui t'entouraient étaient encore humains. Tu as reculé, et le marchand à la barbe rousse a posé doucement une main sur ton épaule. Il t'a dit, sans sourire, « Garde la fiole, si la nuit te semble lourde. Fais brûler l'huile et prie. » Tu es rentré avec la fiole dans ta poche, mais avec une idée plus sombre encore. Le port n'était plus seulement un endroit de commerce. C'était un théâtre où la mort et l'argent jouaient leurs pièces, et tu venais d'en voir les premières scènes. Tu as fermé la porte, en remettant la chaise en travers comme pour empêcher quoi que ce soit d'entrer. La brume matinale s'était glissée dans la ville comme un voile, et les rues étaient plus désertes que d'habitude. Les passants évitaient de se croiser. On échangeait des regards rapides et des salutations timides. Tu étais à l'atelier, et le marteau semblait rebondir dans une bulle d'air plus lourde qu'avant. Tu sentais chaque bruit, puis vint la toux, une toux sèche, maladive, qui traversait la ruelle comme une chaîne. Ce fut d'abord le voisin, un vieux boulanger dont la femme avait quitté la maison pour aller s'occuper d'une tante. On l'avait entendu cracher, puis grogner, puis appeler quelqu'un. Bientôt, on a vu des taches sombres sur sa robe, et sa peau avait pris une couleur que tu n'avais jamais vue sur un visage humain. Les gens murmuraient qu'on devait l'isoler. D'autres, plus craints, disaient que l'on devait le laisser partir. Les autorités, elles, commençaient à dresser des listes, à noter les noms, à marquer les portes. Certains tenaient des registres où des croix étaient tracées. Ta mère, inquiète, murmurait que l'on devait éloigner les enfants. Ton cœur tambourinait quand tu pensais à Charles, si proche, si jeune. La journée s'allongeait, parce que la peur nous faisait compter des heures qui n'avaient plus la même mesure. Les apprentis qui travaillaient avec toi se dispersaient, chacun cherchant des solutions. L'un d'eux s'était mis à remuer des herbes en préparation d'une décoction. Une femme du quartier qui savait un peu de médecine populaire venait parfois aider les malades, appliquant des compresses d'onguent avec des lames chauffées. Le premier voisin est tombé, puis une famille entière. On a commencé à entendre les chars rouler lourdement vers le cimetière. À la porte de certains foyers, des hommes apparurent, enfilant des gants, des grands tabliers huilés, et ils emportaient les corps sans cérémonie. Les visages des rapaces qui vendaient la bière et le pain restaient fermés. Il y avait des listes d'adjudication, des maisons vides que des gens tentaient de racheter. La ville commençait à se dépeupler, mais la peur augmentait la valeur de tout. Tu as passé la soirée à surveiller Charles. Il parlait peu, mais ses yeux gardaient cette lueur d'insouciance qu'il avait toujours. Il regardait parfois la fiole d'huile que tu avais gardée, comme si elle représentait une promesse fragile. Vous avez mangé dans le même bol, en vous disant des banalités.
Tu t'efforçais de rire, de raconter de petites vies, des apprentissages faciles. Mais à la profondeur de la nuit, à la lueur des braises, il a commencé à tousser. Au début un son léger, puis plus fort, plus rauque. Ton cœur s'est arrêté quand tu l'as entendu. Tu as essayé de te rassurer. Une toux peut venir de 1000 raisons, de fumée, de poussière, mais la toux a gagné en force, et la peau de Charles est devenue chaude sous ta main. Tu as pris un linge, l'as mouillé, et tu as appliqué des compresses. La fièvre a monté comme un feu secret. La peur qui t'habitait depuis des jours est devenue un poids qui te clouait le ventre. Tu avais devant toi le choix qui déchire, rester et soigner, ou partir et chercher de l'aide. Il n'y avait, dans l'immédiat, aucune autre solution. Tu as frappé à la porte du médecin du quartier, un homme barbu qui se disait chirurgien, et il t'a répondu d'un air creux qu'il venait d'être appelé autre part. Les remèdes se faisaient rares. Les officiers de la ville prenaient la priorité. Le soir, la rue qui menait à votre maison sentait les herbes brûlées. On avait accroché des rubans rouges à quelques portes. Un voisin, la voix serrée, a murmuré. Il marque les foyers. Si ta porte est marquée, c'est fini. Ta porte n'était pas marquée encore, mais la fièvre de Charles l'ontait. Tu guettais chaque respiration. Tu comptais ses pouls, tu t'efforçais de calmer sa toux avec du miel et des herbes. La nuit semblait lourde comme une promesse. Et, alors que tu avais baissé la tête pour lui donner un peu d'eau, tu as entendu dehors le bruit net d'un marteau qui frappait du bois. Des hommes marquaient une porte, et la voix d'un garde criait « Marquez celle-ci, qu'on sache qui est touché. » Tu as relevé la tête. Ton sang s'est glacé. Les battements de cœur résonnaient comme des cloches dans ta poitrine. Ta main a agrippé la fiole dans ta poche, comme si elle pouvait arrêter le monde. La nuit s'ouvrait devant toi, pleine d'ombres qui allaient décider du sort de ta famille. Tu avais pensé à partir avant que la maladie ne touche la maison. Ou peut-être tu t'étais dit que partir ne servirait à rien, que la peste suivrait les chemins, qu'elle ferait son œuvre en tout lieu. Mais quand tu as vu la marque d'un coup de marteau sur une porte voisine, une panique primitive t'a poussé à vérifier la serrure. Le cœur battant, tu as imaginé franchir la porte, traverser la ville, grimper sur une charrette, peut-être prendre la mer. Pourtant, une voix intérieure te retenait. La loyauté, la peur de laisser Charles dans la poussière. Lorsque tu as tenté de sortir enfin, le premier obstacle s'est dressé. Le guet de la ville avait fermé plusieurs portes. Les remparts n'avaient jamais paru aussi haut. Des gardes, armés de bâtons et d'ordres, barraient les issues. Ils étaient fatigués, mais fermes. À chaque barrière, on te demandait ton nom, ton adresse. On te précisait que toute sortie était interdite, sauf autorisation spéciale. Les chevaux étaient bridés, les charrettes utilisées pour transporter les biens des riches ne circulaient plus librement. Tu as essayé de parlementer. Tu as tendu quelques pièces, offert des services. Un garde t'a regardé avec une indifférence froide et t'a dit qu'il ne s'agissait pas de pots de vin, mais d'ordre. Dans le regard des soldats, il y avait la peur, plus que la cruauté. Ils avaient peur de ce qu'ils gardaient. Ils disaient qu'il fallait éviter la contamination, que les voyages emportaient la peste plus loin. Tes mots rebondissaient sur leur cuir. La ville étouffait. Les auberges fermaient, les marchés restreignaient les échanges, et des bannières interdites pendaient aux portes. La rumeur disait que ceux qui avaient de quoi payer obtenaient des laissez-passer, tandis que les autres restaient coincés. Tu as compris que la fuite n'était pas qu'une question de volonté. C'était devenu une question de moyens. Tu as croisé dans la rue des familles qui s'entassaient avec leurs biens, prêtes à monter sur des charrettes. Mais les roues tournaient difficilement. Les chevaux étaient rares. On craignait qu'ils eux aussi puissent propager la maladie. Une femme, un panier vide à la main,
t'a imploré de l'aider à franchir une barrière. Tu as voulu répondre, mais les gardes ont levé leurs bâtons. Ils maintenaient l'ordre. De retour à la maison, la porte de ton atelier était barrée d'une latte. Ton cœur s'est serré. Ton maître t'a regardé, et pour la première fois tu as vu une expression qui n'était pas que de la prudence. C'était presque de la résignation. « On ne part pas », dit-il d'une voix basse. « La ville nous retient. » L'idée même de rester sous toi te semblait désormais un choix imposé. La peur te rongeait. À la fenêtre, tu as aperçu des silhouettes marchant entre des cloches, les hommes des quartiers qui allaient marquer des maisons et emporter les corps. Tu as senti l'odeur du feu, des herbes et plus loin, l'odeur de l'opportunité pour ceux qui profitaient de la misère. La nuit, une rumeur monta. Des étrangers avaient été pris pour boucs émissaires. On les accusait d'avoir apporté la maladie. On les traquait jusqu'aux ruelles. Des familles de marchands furent attaquées. Des boutiques furent pillées. Tu connaissais certains de ces étrangers. Ils t'avaient vendu des épices et des fioles. Et voilà qu'on criait leur bannissement, souvent avec violence. C'est dans cette nuit-là qu'un groupe d'hommes masqués a frappé à ta porte. Ils portaient des capes sombres et parlaient à voix basse. Ils disaient représenter des notables, qu'ils venaient noter les maisons dont les habitants pouvaient payer la surveillance. Ce mot revenait souvent. Surveillance. C'était une façon pudique de dire qu'ils prendraient soin des maisons. Si on leur donnait assez, tu as senti un goût amer. Des notables offraient sécurité en échange d'argent et d'obéissance, pendant que les pauvres restaient marqués pour l'enlèvement. Tu as refusé de leur ouvrir. Un homme au visage dur a tiré un parchemin et a griffonné quelque chose comme si, en un trait, il décidait d'un sort. Ils ont planté une pique devant la maison d'un voisin et la lueur des torches projetait des ombres longues. Avant que tu puisses réagir, un cri est monté plus loin. Un enfant avait été attrapé et traîné. Les hommes au masque l'avaient surpris en train de voler du pain. Dans la confusion, l'un des masqués t'a regardé avec attention, comme s'il te reconnaissait. Tu as senti sa main effleurer ta joue d'un regard. Et il a murmuré à ton oreille. Certains n'ont pas le bon sang pour s'en sortir. La phrase est restée dans l'air, lourde. Tu as essayé de comprendre ce qu'il voulait dire par sang. Et ton esprit a filé vers des histoires anciennes, des vieilles rancœurs, des familles marquées. Et, à l'instant où tu pensais à une solution, un bruit sec a retenti. Un jeune garçon, là-bas, étouffait dans un portail. Les gardes ont couru. Tu as senti que la ville se refermait comme une mâchoire. La fièvre de Charles a grimpé toute la nuit. Tu l'as vu perdre sa lumière, sa curiosité. Ses rires étaient remplacés par des moments confus où il te cherchait sans vraiment te trouver. Tu as mis des cataplasmes. Tu as bu du bouillon et tu as tenté de calmer sa respiration. Parfois, il souriait comme si un souvenir heureux revenait. Puis, il se repliait dans une douleur muette. Les journées se succédaient et la ville semblait basculer dans un rythme étrange. Les cloches sonnaient, puis le silence, puis des charrettes, puis la prière. L'épuisement t'a pris. Tu avais l'impression de n'agir que comme un mécanisme, bercé par une peur qui mangeait les heures. Ta mère pleurait en silence, et ton père regardait le mur comme s'il cherchait un plan qu'il n'avait pas. Un après-midi, alors que tu avais presque perdu espoir, une silhouette est apparue sur le seuil. C'était l'homme au masque d'oiseau que tu avais entrevu au port. Il avançait sans précipitation, comme s'il connaissait la maison, et sa présence affligeait tout le monde. Il portait une besace remplie d'herbes et de fioles. Tu as senti une odeur étrangère, un mélange d'épices et d'alcool. Il a inspecté Charles comme s'il regardait une plante mal en point. Ses doigts étaient froids, précis. Il parlait d'un ton affable.
comme un professeur qui explique la maladie à un élève. La fièvre a des phases, dit-il. Il faut suivre le rythme. J'appliquerai un onguent, j'inciserai si nécessaire. Mais surtout, il faut surveiller les bubons. Et vous, reprit-il en te regardant, avez-vous pris des précautions? Tu as bafouillé, tu as expliqué les compresses, le miel, la vapeur. Il a hoché la tête, puis il a sorti une petite coupe, un liquide doré, et il a laissé tomber 3 gouttes sur la langue de Charles. Le garçon a grimacé, puis quelques heures plus tard, ta fièvre a semblé diminuer. Un soulagement immense t'a envahi. L'espoir, fragile, a repris de la place dans ta poitrine. Le médecin portait une parole autoritaire, mais aussi une distance qui te gênait. Il parlait de la peste comme d'une chose qu'on pouvait analyser et peut-être maîtriser. Il expliquait que certaines personnes semblaient réagir mieux au remède et que d'autres étaient des cas plus graves. Puis, presque comme un regret, il a ajouté « Il y a ceux qui résistent et ceux qui tombent. Parfois il ne s'agit que de hasard, parfois de la condition. » Tu l'écoutais, mais tu sentais que ces mots cachaient autre chose. Le médecin n'était pas seulement un soigneur. Tu avais en lui la sensation d'un homme qui manipulait les peurs et connaissait le prix de chaque vie. Avant de partir, il t'a demandé une faveur en échange de ses soins. Il a requis que tu lui apportes certaines choses, des chiffons propres, de l'huile, et surtout que tu lui offres l'accès à certaines maisons pour mieux observer. Tu as hésité. Tout le monde avait besoin d'aide, et les notables cherchaient aussi des preuves. On parlait d'immuniser d'un certain cercle de survivants qui, disait-on, sortait indemne de la peste. Les rumeurs d'immunité se mêlaient aux spéculations sur des remèdes secrets. Le médecin, avec sa voix basse, te fit comprendre qu'il connaissait un moyen d'aider, mais que cela demandait une contrepartie. Ce soir-là, tu as surpris une conversation entre 2 voisins. Ils chuchotaient que certaines familles recevaient des visites spéciales et que, depuis, leurs membres ne tombaient plus malades. Il y avait toujours un prix à payer, une faveur, un serviteur, un silence sur des noms. Les notables, disait-on, concluaient des accords pour obtenir la protection du médecin et de ses alliés. Tu as senti une rage sourde t'envahir. L'idée que la douleur puisse servir un intérêt t'a rendu amer. Tu te disais que la ville se brisait non seulement sous la maladie, mais aussi sous la cupidité et la corruption. Et quand tu as posé ta main sur la joue tiède de Charles, tu as entendu la voix du médecin derrière toi, presque chuchotant. Il y a des chemins qui exigent un sacrifice. Ce mot, sacrifice, a tourné dans ta tête comme un insecte. Tu as compris que la promesse de guérison était peut-être offerte à ceux qui acceptaient de plier, et que tu avais désormais un compte à rendre. Mais la vérité t'a frappé comme un coup. Sur un coin de parchemin, laissé par mégarde sur la table, tu as vu un nom. Et ce nom était celui d'un voisin que tu connaissais bien. À côté, une date et un lieu, une adresse où l'on se réunissait secrètement, au cœur de la nuit. Ton souffle s'est arrêté. Tu as senti que cette feuille était l'amorce d'un réseau. Un réseau qui offrait immunité contre silence et service. Et, dans la poche de ta veste, la fiole d'huile du marchand semblait soudain n'être qu'un leurre face au choix qui se dessinait. La nuit s'est refermée sur ta maison, et pour la première fois depuis des jours, tu as senti que l'on t'avait mis face à un choix d'une autre nature. Demander la protection et trahir, ou refuser et risquer tout. Au dehors, la cloche a sonné. 3 coups, lents puis tranchants. Une rumeur a couru. Une réunion se tiendrait ce soir, et certains noms y figureraient. Tu as regardé Charles, haletant, les lèvres sèches. Son regard t'appelait, et tu as su, sans l'ombre d'un doute, que tu devais choisir rapidement. Mais la décision semblait se faire dans le noir, et tu hésitais,
sachant que ce que tu ferais ensuite définirait le destin de ta maison. La ville s'était peu à peu transformée en un lieu de cinéma funèbre. Les échoppes claquaient, les volets se fermaient, et plus loin, on voyait les silhouettes des charrettes transporter des marchandises, et parfois des corps. Les rues étaient pleines d'un silence mou, seulement ponctué par le crissement des roues et le cri lointain des corbeaux. On aurait dit que les voix s'étaient effacées. On parlait d'immuniser. Des hommes revenaient au marché, portant des étoffes neuves et des yeux plus assurés. Ils disaient être passés entre les mains d'un certain cercle. Leur assurance irritait ceux qui étaient tombés ou qui avaient perdu un proche. Les rumeurs se faisaient plus concrètes. On disait que le médecin masqué participait à une expérience qu'il délivrait parfois, qu'il ne soignait qu'en échange de services rendus aux plus puissants. Ton esprit était obsédé par la feuille que tu avais trouvée. Cette liste de noms qui se réunissaient la nuit te paraissait désormais la clé d'un mécanisme plus vaste. Tu as suivi des indices, observé des portes, écouté des conversations dans l'ombre. Et puis un soir, sous un porche faiblement éclairé, tu as surpris une silhouette reconnaissable, un notaire de la ville, quelqu'un dont la main passait des actes de propriété, et un marchand de tissus qui tua parfois pour garder ses secrets. Il parlait doucement de placement et d'assurance sur les biens. Tu as reculé, mais un chat a fait un bruit, et l'un d'eux a levé la tête. Un homme t'a reconnu et t'a lancé un regard perçant avant de se lever et de s'éloigner. Tu as senti que ton mouvement n'était pas discret, et quelques nuits plus tard, on a frappé à ta porte. C'étaient des hommes envoyés par ceux dont tu avais surpris la conversation. Ils venaient te demander si tu voulais arrêter de fouiner, et la menace était à peine voilée. Dans la rue, la peur se muait en colère. Des jeunes bandits, profitant de l'absence de l'ordre, attaquaient des charrettes mal protégées. D'autres, plus organisés, s'emparaient de maisons dont les propriétaires étaient morts. Un marché noir prenait forme, et avec lui une justice sommaire. On brûlait les biens, on fermait des comptes. Tout semblait tomber dans un chaos où l'on mélangeait la peur et l'opportunité. Tu te souviens du premier homme venu pour te proposer une protection. Il parlait d'un groupe, d'un pacte, de l'idée que la peste pouvait être utilisée pour éliminer les indésirables. Ces mots te donnaient froid dans le dos. Tu te demandais si cette peste n'était pas devenue une excuse pour remodeler la ville selon les désirs des puissants. C'est alors qu'une rumeur encore plus étrange a commencé à se répandre. Certains étaient immunisés, oui, mais ils ne l'étaient pas gratuitement. Les immunisés devaient quelque chose. Ils s'opposaient à la charité et eux-mêmes étaient devenus une sorte de caste. Les pauvres disaient que ces protégés rendaient la vie plus dure pour les autres en accumulant richesses et statuts. Tu as cherché du réconfort dans la parole d'un prêtre qui venait faire des visites. Il t'a dit d'un ton fatigué que la foi avait ses limites, que certains hommes utilisaient la peur pour asseoir leur pouvoir. Il a cité des saints, des exemples, des histoires anciennes où les puissants détournaient le mal à leur avantage. Mais au fond de ses yeux, il gardait aussi une résignation. Il savait que la vérité ne suffisait pas toujours. Un soir, alors que tu errais parmi des maisons à demi vides, tu as vu une silhouette qui t'a glacé, le masqué. Il se tenait devant une porte, en train d'inscrire quelque chose sur un registre. Il a levé la tête et ses yeux t'ont cherché. Tu as fait semblant de ne pas le remarquer, mais il t'a appelé doucement par ton prénom. Sa voix ne tremblait pas. « Toi, dit-il, tu as l'air d'un homme qui porte des secrets. Viens. » Il t'a emmené dans une petite cour cachée, à l'abri des regards. Là, il a parlé sans détour. Il t'a expliqué que l'immunité n'était pas toujours naturelle, qu'on pouvait parfois provoquer une forme de résistance si l'on exposait des personnes avec précaution. Non pas une magie,
mais une technique que lui et ses alliés étaient en train d'affiner. Ils parlaient d'éclaircissement, d'observation, d'un processus long et coûteux. Tu as senti ton cœur battre. L'idée d'un remède, même imparfait, te paraissait plus qu'un soulagement. C'était une chance. Il a mentionné des noms, des adresses, et parfois, il a exhibé des preuves. Mais il parlait aussi d'un prix. La protection qu'il offrait demandait quelque chose. Les notables contribuaient, les pauvres parfois se voyaient demander de la main-d'œuvre, et d'autres encore devaient signer un silence. Le médecin te regardait comme si ton hésitation était un luxe. Il te fit une proposition qui sonnait comme un dilemme sans issue. Il pourrait tenter d'aider Charles, mais il fallait pour cela que tu acceptes de lui rendre un service qui ne serait pas expliqué en détail. Il ne mentait pas, mais il ne disait pas tout. Sa proposition t'a placé face à un choix impossible. Juste au moment où tu allais répondre, un cri au loin a déchiré la nuit. Des gens couraient, hurlant qu'un incendie s'était déclaré dans une allée où se trouvaient des registres et des archives des notables. Des torches avaient mis le feu à des papiers compromettants. La rumeur a déferlé. Un registre important avait été détruit, mais certains documents avaient été sauvés. Et parmi ces papiers, quelqu'un avait aperçu un nom connu. Un nom qui figurait sur la liste que tu avais trouvée. Le murmure ne disait pas lequel, mais une chose était claire. Le réseau existait, et il commençait à être fragile. Tu es resté là, au milieu de la cour, partagé entre la promesse de guérison et l'odeur du papier brûlé. La peur te pressait, et la ville, malgré le silence, semblait s'animer d'une tension prête à exploser. La main du médecin t'a touché l'épaule, et il a dit, d'un ton presque doux, « Réfléchis vite, le temps nous est compté. » Tu as accepté de le revoir. Il avait promis d'expliquer et de donner des indices, et ton esprit, fatigué et avide, s'est dit que tout devait être tenté pour sauver Charles. Le rendez-vous était dans une maison basse, à l'écart, où vivaient des herboristes et des ouvriers. À l'intérieur, l'air sentait l'alcool et les simples médicinales. Le masqué s'était dévêtu partiellement. Sous le bec et les couches de tissu, il restait un homme d'âge moyen, au regard sec et à la voix posée. Il t'a parlé comme s'il fallait d'abord te convaincre que la science et la rigueur pouvaient vaincre la peur. Il parle de fièvre, d'observation, de protocole. Puis, progressivement, il a glissé vers autre chose. La sélection. Ce mot, prononcé froidement, t'a fait frissonner. Il te disait qu'on ne pouvait pas soigner tout le monde, que certaines vies coûtaient plus cher à sauver que d'autres, parce que la structure sociale, déjà fragile, ne survivrait pas à une hécatombe sans décider qui protéger. Nous, dit-il, nous n'avons pas les pouvoirs d'un miracle. Nous avons des méthodes, des observations et une cruauté mathématique nécessaire à la gestion. Certains doivent être protégés pour que la ville reparte. D'autres deviendront poussière, et c'est ainsi. Sa lucidité te glaçait. Il parlait sans emphase, comme un homme qui faisait des calculs. Puis, il a montré des notes, des carnets, des listes, des adresses, des graphiques grossiers, à côté des noms, des mentions, garde, protection, contribution. Tu as reconnu quelques noms des familles les plus influents. Il y avait aussi, parmi les notes, des adresses de gens simples que tu connaissais. Il a pris alors une posture plus personnelle. Il t'a expliqué qu'il travaillait avec un groupe que l'on surnommait entre eux le Lys Noir. Un nom qu'il prononçait sans fierté, simplement comme une étiquette. Le Lys Noir réunissait des notables, des chirurgiens, des marchands, parfois même des prêtres. Leur ambition n'était pas forcément mauvaise au départ. Préserver la cité, ordonner les vivants, mais la méthode consistait à offrir une protection à ceux qui acceptaient d'entrer dans le système en échange de services,
de bien, de silence. Tu as senti la bile monter. L'idée que la peste fût instrumentalisée vous ramenait à une commodification des vies, une logique où l'on payait pour respirer. Tu as pensé à Charles et à ta mère. Tu as imaginé signer un papier, accepter un marché et te voir arraché à ta dignité. Il a proposé une alternative. S'il acceptait que tu coopères, il tentait une intervention sur Charles. Mais il a posé la condition que tu acceptes de livrer un service, non pas un meurtre, mais un acte de renseignement. Pénétrer chez un homme et obtenir un document, un registre qui prouverait la corruption de certains notables. Il semblait que l'homme cherchait en même temps à étouffer et à révéler. Tu as senti une contradiction. Était-il un sauveur ou un manipulateur? Avant que tu ne puisses répondre, la porte s'ouvrit brusquement. Un messager essoufflé annonça que l'un des quartiers périphériques venait d'être déclaré en quarantaine stricte. Les gardes avaient été sévères, frappant les portes. Les visages semblaient se refermer sur eux-mêmes. Le médecin t'a regardé, et dans ce regard, il y avait une urgence. La chance diminue, dit-il. Décide. Le dilemme t'étouffait. Tu ressentais le besoin de croire que tu pouvais agir pour sauver Charles sans te vendre. Mais le temps pressait et l'ordre du monde semblait s'étioler. Et pile au moment où tu t'apprêtais à répondre, un bruit de pas précipité a retenti. Un gémissement s'échappait de la ruelle. Un homme tombait et quelqu'un criait qu'il avait vu des marques sur sa poitrine. Là, dans la pénombre, le médecin t'a murmuré : si tu choisis de ne rien faire, tu risques de perdre tout. Si tu choisis d'agir, tu risques de perdre ton âme. C'était la première fois qu'il prononçait le mot « âme ». Il semblait le mesurer comme un bien. Tu as senti la décision se dessiner, non comme une évidence, mais comme une épée à manier. Et, comme si la ville elle-même ne voulait pas te laisser le temps de réfléchir, la cloche a retenti, une fois, 2 fois, 3 fois, comme une sommation. Tu as accepté parce que l'idée de Charles de vivre te dépassait tout. Tu as dit oui, la gorge serrée, en te jurant intérieurement que tu ferais en sorte que cela serve à quelque chose de juste. Le médecin t'a demandé de pénétrer chez un certain notaire, un homme dont le nom figurait sur la liste et dont les archives devaient prouver des transactions douteuses. Il ne t'a pas donné d'explication morale. Il a seulement dit qu'en échange, il ferait ce qu'il pouvait pour ton frère. La nuit où tu as dû entrer chez le notaire, la ville semblait encore plus vaste et abandonnée. Les rues t'avalèrent et ton cœur battait si fort que tu pensais qu'il allait éclater. Tu as trouvé une fenêtre entrebâillée, une échelle prête, et tu t'es hissé sur les toits mouillés. Là, tu as glissé, étouffant tes gestes, et tu as pénétré l'un des cabinets qui regorgeaient de parchemins et de sceaux. La lampe était basse. La poussière dansait dans l'air. Tu as fouillé et, à force de fouiller, ta main a posé sur un registre qui semblait essentiel. Des listes de noms, des sommes et, à côté, l'annotation protection accordée. C'était la preuve. Mais à l'instant où tu as pris le registre, une main t'a saisi. Tu avais été repéré. La porte s'est ouverte et tu as vu, dans la pénombre, des visages familiers, des hommes masqués. Certains que tu avais déjà croisés. Ils t'ont entouré sans violence brutale, plus comme si tu étais une pièce déplacée sur un échiquier. L'un d'eux passa un doigt sur le registre et, avec étonnement, commença à lire ton nom. « Toi, dit-il, tu es plus impliqué que je ne le pensais. » Ils t'ont amené à une salle où quelques figures se tenaient. Devant toi, au centre, il y avait l'homme au masque d'oiseau, plus calme que jamais. Il t'a lancé un regard qui n'était ni accusateur ni indulgent. Il te parla d'un ton qui ne laissait rien au hasard. Le lys noir ne cherchait pas seulement à protéger. Il cherchait aussi à créer un ordre où ceux qui survivraient et ceux qui dirigeraient formaient une alliance qui coûterait des renoncements,
Nous devons assurer la reprise, dit-il. Et parfois la reprise exige qu'on choisisse qui vivra pour reconstruire. Toi, reprit-il, tu as un choix, servir ou périr dans l'anonymat. On t'a proposé un pacte. Tu pouvais obtenir la protection pour Charles et une place minime dans la chaîne du pouvoir si tu acceptais d'obéir à certains ordres. Surveiller, fournir des informations, parfois aider à résoudre des problèmes, c'est-à-dire des personnes gênantes, ou tu pouvais refuser et laisser ton frère entre les mains du sort. L'ironie te frappait. On te proposait d'échanger ton intégrité contre la vie de ton frère. Tu as senti l'air manqué. Le registre que tu tenais semblait brûlant dans tes mains. Tu pensais aux familles marquées, aux maisons saisies, à des gens qui n'avaient pas eu le luxe d'un pacte. Cela te donnait une colère profonde. Et pourtant, la proposition contenait une promesse presque tangible, une chance aussi sale soit-elle de garder Charles en vie. Il y eut un moment de silence, un moment où d'autres voix, basses, discutaient de chiffres et d'alliances. Puis un homme a demandé « Qu'en fera-t-on de ceux qui refusent le pacte ?» Le masque d'oiseau a souri, ou plutôt, il a formulé quelque chose qui ressemblait à un sourire. « On les observe, dit-il. On organise. On protège la cité. Ceux qui refusent peuvent servir d'exemple. Parfois, il faut faire des choix difficiles. » Un frisson a parcouru ton corps. Tu as compris que le choix que l'on t'offrait ne se limitait pas à ta famille. Il avait des répercussions plus larges, et accepter revenait à colluder avec une machine qui ne se souciait pas de la justice. Pourtant, quand ils t'ont assuré que Charles recevrait un traitement, que son nom serait inscrit sur une liste de protégés, une part de toi a fléchi. L'angoisse a gagné, alors tu as pris une décision. Tu as accepté de coopérer, mais tu as mis une condition. En échange, tu exigerais la preuve que l'on n'abuserait pas du pouvoir à ciel ouvert, que l'on rendrait des comptes. L'échange a fait rire. On t'a expliqué que la transparence n'était plus un luxe en ces temps, mais une absurdité. Cependant, on a promis d'aider Charles. La nuit s'est terminée dans une forme de compromis. On t'a donné le registre, t'a demandé de le restituer en apparence, et on t'a dit d'attendre. Tu es rentré, le cœur lourd, avec sur toi le poids d'un serment que tu n'avais pas voulu prêter. Et, en entrant dans la maison, tu as vu Charles dormir, le visage pâle, mais vivant. Tu as murmuré en toi que cela valait peut-être tous les sacrifices. Mais une voix au fond de toi disait que rien ne te rendrait innocent. Le traitement commença. Le médecin appliquait ses remèdes, posait des compresses, incisions parfois, potions amères. Il t'avait assuré que certains observateurs viendraient noter les réactions et que Charles serait surveillé. Tu vivais dans une attente coupante, oscillant entre la gratitude et la honte. Parfois tu surprenais le médecin en train d'étudier un feuillet où il notait des courbes, des réactions, des doses. Il faisait tout comme un savant, mais sans l'éclat héroïque, il semblait froid et pragmatique. La fièvre montait encore parfois, puis descendait. Charles avait des jours où il riait, et d'autres où il semblait ailleurs, perdu dans des songes étranges. Ces songes t'effrayaient. Il parlait d'odeurs, de silhouettes, de voix qui disaient des chiffres. Tu ne savais pas si c'était des hallucinations dues au mal ou des impressions d'un garçon qui passait près de la mort. La ville changeait. Les notables qui s'étaient alliés aux lys noires gagnaient en influence. Ils empêchaient parfois l'accès à des vivres, dirigeaient la distribution, et d'autres s'inclinaient parce que la peur rendait la population docile. Mais tout n'était pas uniforme. Des groupes de résistants se formaient, des hommes qui refusaient d'accepter qu'on décide qui vivrait et qui mèrerait. Toi, tu commençais à te sentir prisonnier d'un mensonge nécessaire.
Tu apportais au médecin des informations, souvent de petites choses, des mouvements de personnes, des noms. En échange, on t'offrait des promesses. Et plus tu donnais, plus ton cœur se durcissait. Tu avais l'impression d'être complice d'un engrenage qui broyait. Puis, une nuit, tu as commencé à ressentir une douleur sourde au bras, une piqûre, peut-être un insecte, ou bien une infection. La peau autour de la morsure est devenue chaude, puis une tache sombre a pris forme. Ton esprit a vacillé. Avais-tu été exposé en travaillant dans les archives du notaire? Avais-tu croisé un rat au port? Les sources semblaient multiples. Tu as décidé de te surveiller en silence, sans en parler au médecin. Si ton nom, désormais, figurait parmi les informateurs, il ne fallait pas qu'on te voie tomber trop vite. Tu pensais aux conséquences. Que ferait le lys noir d'un homme malade qui connaissait des secrets? Tu avais peur qu'il t'élimine pour ne pas être compromis. Les jours suivants ont été une lutte intérieure. Tu oscillais entre l'envie d'avouer et la peur de ce que la confiance rompue pourrait déclencher. Puis, la nuit où la douleur s'est transformée en fièvre, le médecin est venu et a observé ta peau. Il ne t'a pas fermé les yeux. Il a été direct, clinique. La tâche pouvait s'aggraver. Il t'a proposé un traitement qui n'était pas sans risque, mais il a ajouté qu'il avait des doses limitées. Son sourire, à la fois rassurant et calculateur, t'a mis mal à l'aise. Pendant les heures de délire, tu as vu des images fortes, des marchés pleins de voix, des notaires en train de signer en secret, et, à la fin, une maison vidée, Charles absent. Tu n'étais pas sûr de ce qui venait de tes peurs et de ce qui venait de la maladie. L'évidence, cependant, était là. La mort te talonnait. Tu as commencé à comprendre que l'immunité promise n'était pas une faveur divine. Elle passait par des choix. Certains recevaient une exposition mesurée, un traitement et un engagement. D'autres étaient laissés à l'abandon. Ton cœur se serrait à l'idée que tu pouvais passer de l'autre côté. Tu as repensé à tes actes, à tes petites trahisons, et tu as senti que tout pouvait s'effondrer. Puis vint le moment décisif. Le médecin t'a proposé une injection, un mélange que lui seul connaissait, et il a dit calmement, « Si tu la prends, tu peux survivre, mais il te faudra accepter d'être un témoin que nous pourrons utiliser. Tu seras un homme qui sait trop. Nous t'offrirons une place ou une tombe. » La décision était cruelle. Tu as choisi de te livrer. Tu as pensé à Charles endormi, à ta mère, qui te regardait avec une confiance déchirante. Tu as pensé que si la vie ne te donnait qu'un marché, il valait mieux négocier. Tu as accepté l'injection. Ce fut un pari avec la mort. Ta chair a brûlé. Tes pensées se sont éparpillées. Et tu as senti ton corps lutter. Pendant des heures, tu t'es demandé si tu avais fait le bon choix. Tu revoyais les visages des notables, la liste, la rue, la fiole. Et quand la fièvre t'a emporté, tu as cru entendre, sous la douleur, des voix qui se disaient qu'on les protégerait toujours. Dans le délire, tu as aussi eu une pensée claire. Même si tu survivais, tu ne pourrais jamais être libre. La dette serait attachée à toi comme une chaîne. Mais peut-être, pensais-tu, on pourrait trouver un moyen de rendre cette chaîne utile, de la tourner contre eux. La bataille était intime, physique et morale. Tu as été entre deux mondes, et au moment où ta respiration se faisait plus faible, tu as entendu une cloche qui sonnait comme une fin, puis un son plus doux, la voix de Charles, qui avait retrouvé un peu de couleur et qui murmurait ton nom. Tu as senti sa main dans la tienne, et dans ce contact, quelque chose d'indestructible a tenu. Lorsque tu as ouvert les yeux, la pièce était baignée d'une lumière étrange, à la fois nette et tremblante. Tu étais faible, mais vivant. À côté du lit,
Charles dormait, apparemment hors de danger. Les regards de ta famille étaient comme des îles. Ils te regardaient avec une gratitude mêlée de peur. Le médecin, masqué, se tenait dans l'ombre, plus grave que d'habitude. La ville avait changé encore. Le lys noir avait gagné de la force, oui. Mais il y avait aussi des gens qui commençaient à parler ouvertement, à exiger des comptes. Les registres que tu avais copiés et que tu avais en secret remis à des amis de confiance avaient fait leur chemin. Ils circulaient sous forme de rumeurs, puis de paroles, puis de preuves, puis de preuves. Certains notables avaient été confrontés à leurs actes. Les registres provoquaient des disputes, des expulsions, des revirements. Tu avais survécu, mais tu avais payé. Ton corps conservait des traces de ta lutte, et ton sommeil était hanté par des images de visages absents. Pourtant, la vie reprenait. Les rues, petit à petit, s'animaient d'une manière différente, moins de marchés de luxe, plus d'échanges simples, une solidarité qui, malgré tout, se tissait. Le jour où la grande cloche de la cathédrale a sonné 3 fois, la ville s'est rassemblée. Les notables avaient été forcés de rendre des comptes, et certains furent privés de leur influence. Le lys noir, quant à lui, s'était fracturé. Certains membres avaient fui, d'autres avaient été publiquement humiliés. Ce que tu avais fait en secret n'était pas une libération totale, mais c'était un commencement. Tu as regardé Charles parmi la foule. Il portait encore des traces du passé, mais son sourire revenait. Il t'a serré la main, fort, et tu as senti qu'il te comprenait d'un regard qui ne demandait pas d'explication. Tu savais que certaines portes restaient closes, que des blessures seraient éternelles, et que ta place dans la société avait changé. Tu n'étais plus seulement un apprenti. Tu étais un homme qui avait vu la mort de près et qui avait tenté de la négocier. Le médecin t'a approché, sans masque cette fois, et il a prononcé une phrase que tu n'oublieras jamais. Tu as fait un choix. Il a sauvé une vie. Il a aussi pris d'autres chemins. Nous sommes tous coupables de quelque chose en ces temps. Ces mots n'étaient ni condamnation ni absolution. Ils étaient la reconnaissance d'une époque qui exigeait des compromis. Tu as ressenti une colère froide, mais aussi un soulagement profond. Tu as compris que, parfois, la survie ne signifie pas innocence. Parfois, elle signifie seulement qu'on a porté une histoire davantage que d'autres. La dernière cloche a retenti au crépuscule, et tu t'es tenu avec ta famille, écoutant sa vibration monter dans l'air comme une promesse fragile. La mort avait emporté beaucoup, mais la ville continuait. Tu savais que des voix réclameraient justice à nouveau, que des hommes viendraient tenter de reprendre le pouvoir, et qu'il te faudrait rester vigilant. Tu as pris Charles par la main, et tu l'as conduit hors de la place, loin des regards, vers un quai où la mer respirait lentement. Tu lui as dit simplement, « On vivra ensemble, on fera ce qu'il faut pour que cela vaille. » Il a souri, un sourire timide et assuré, et tu as senti que malgré les pertes, une transmission se produisait. La mémoire des choix, des erreurs, et la promesse de ne pas laisser la ville retomber dans le silence du pacte. La cloche a sonné encore une fois, plus douce, presque comme un adieu et un commencement. Tu as compris que tu avais été façonné par ces jours sombres. Tu avais perdu une part de ton innocence, mais tu avais gagné une autre forme de vérité. Et quand la nuit est tombée, tu as regardé les étoiles, pensant aux vies parties et à celles qui restaient. Tu as murmuré, pour toi seul, je tiendrai, pour Charles, pour la ville, pour ce qu'on a perdu. La dernière cloche s'est tue, et avec elle la ville a repris son souffle, fragile, blessée, mais encore debout. Et voilà, notre voyage s'achève pour ce soir. J'espère que ce récit t'a bercé, comme une couverture de mots, et t'a offert un instant de douceur hors du temps. Si tu veux continuer à t'évader avec moi, n'oublie pas de t'abonner
et de partager ces histoires avec ceux que tu aimes. Repose ton esprit, laisse tes rêves t'emmener encore plus loin. Bonne nuit et à très bientôt pour une nouvelle histoire.